Hello, my name is Andréane Langevin. I am a student at DICE. I study language policy and more specifically language policy in the Quebec education system. In May 2021, the government of Quebec tabled a new bill called Bill 96. In essence, this new language legislation seeks to modernize its predecessor, Bill 101, also known as the Charte de la langue française, by amending 201 of its provisions. Bill 96 was tabled by Minister Simon Jolin Barrette, the minister responsible for the French language. In the fall of 2021, Jolin Barrette's cabinet selected 51 speakers or special interest groups to testify before the National Assembly and share their opinions on the new bill. They were also invited to submit a written memoir stating their positions on some of the proposed amendments. The hearings were held over 9 days and they amount to more than 40 hours of recording. This is a viewer's digest of the meaningful moments from day 3. Le projet de loi 96 représente une révision majeure de la Charte de la langue française et du régime linguistique qui en résulte. Si l'intention du gouvernement du Québec était de contribuer au renforcement des valeurs communes des Québécois en actualisant la Charte de la langue française, le projet de loi 96 n'a pas réussi à le faire. Des sondages d'opinion démontrent une profonde division de l'appui envers ce projet de loi chez les Québécois d'expression française et anglaise. Nous avons connu de nombreuses années de ce qui est qualifié de paix linguistique au Québec. Le projet de loi 96, de même que d'autres mesures législatives récentes, ont beaucoup divisé les Québécois et fragilisé ce paix linguistique. Une telle situation ne favorise ni une appréciation mutuelle, ni le renforcement des valeurs communes du Québec. Le projet de loi propose que l'autorisation d'admissibilité d'un enfant à charge d'un ressortissant étranger qui séjourne au Québec de façon temporaire est valide pour une période de 3 ans et ne peut être renouvelée. Il s'agit là d'un changement majeur. Le nombre d'élèves qui fréquentent les écoles anglophones en vertu d'une autorisation d'admissibilité temporaire représente un très faible pourcentage des élèves dans les écoles publiques au Québec. Le total d'élèves inscrits dans les écoles publiques anglophones en vertu de ces autorisations temporaires au cours de la dernière année scolaire, le nombre d'étudiants étrangers fréquentant les écoles publiques anglophones l'an dernier était seulement 3 182. Ce chiffre ne représente que 0,33 % des effectifs scolaires au Québec, mais donne un peu d'oxygène à notre système scolaire, dont les effectifs scolaires ont été réduits de 60 % depuis 1975. Étant donné le nombre relativement faible d'élèves touchés, étant donné que ces autorisations d'admissibilité temporaire ne confèrent aucun droit acquis de fréquenter une école anglophone de façon permanente, étant donné que les élèves étrangers inscrits dans les écoles anglophones reçoivent un excellent enseignement du français, la proposition du projet de loi 96 semble être une solution à la recherche d'un problème. Le recours global et préventif aux dispositions de dérogation mettra tous les articles de la Charte de la langue française à l'abri de contestations judiciaires en vertu des chartes des droits. La raison d'invoquer les dispositions de dérogation pour chacune des dispositions du projet de loi 96 et conséquemment, la totalité de la Charte de la langue française n'a pas été clairement expliquée. Cette mesure prive tous les Québécois et Québécoises de la protection de nos droits fondamentaux. So as I say before when I tabled that bill, there is nothing in the Bill 96 that affect the rights of the English-speaking community here in Quebec or the institution. And I want to reassure that. Aussi, j'ai également dit que dans le projet de loi 96, on conférait davantage de droits également à la communauté anglophone, en faisant en sorte que des ayants droit qui allaient à l'école anglaise, au primaire et au secondaire. So, as I said before, when I tabled that bill, we give more right to the English-speaking community to make sure that the member of the English community will be able to study in their own language in elementary school, in high school, and also in Cégep in their own language. So
That bill doesn't affect anything about the English-speaking community rights or institution. D'entrée de jeu, je voudrais vous demander, est-ce que votre organisation reconnaît que le français est en déclin au Québec? Monsieur le ministre, nous ne sommes pas des démographes ni des sociologues. Et on l'a dit dans le mémoire qu'on n'embarquerait pas dans une discussion sur le relatif déclin du français. On n'a que observé, entre autres, que par certaines mesures, entre autres si on prend la langue parlée à la maison plus fréquemment, le Québec n'a jamais été autant français qu'il est aujourd'hui. Je pense que M. Churchill a dit there are three types of statistics. There are statistics, damn statistics, and lying statistics. Alors, on peut quasiment tout dire avec des statistiques, là. Ce n'est pas notre domaine. Notre domaine, c'est de représenter les positions des commissions scolaires sur le projet de loi 96. Et là, si vous me permettez, quand vous dites, Monsieur le ministre, avec respect, qu'il n'y a rien qui affecte les institutions de la communauté anglophone, nous plaidons que la limite sur 3 ans des admissibilités temporaires va affecter nos institutions. Ça va diminuer nos inscriptions. Si c'est pas affecter des institutions, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Êtes-vous d'accord qu'au Québec, les enfants des personnes immigrantes qui choisissent le Québec s'intègrent en français comme le prévoit la Charte de la langue française? Monsieur le ministre, vous avez soulevé une apparence de contradiction entre le renouvellement des permis temporaires et les objectifs de la Charte. Si c'est une contradiction, c'est une contradiction qui existe depuis le début de la Charte. C'est pas nouveau. Et donc, s'il y a contradiction, est-ce qu'on doit perpétuer ce trou dans la Charte de langue française? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, M. Copeman, que les personnes immigrantes qui choisissent de venir immigrer au Québec doivent s'intégrer, peu importe leur provenance dans le monde, là, hein? Toute personne immigrante qui vient s'établir au Québec devrait-elle fréquenter les institutions francophones parce qu'elle vient au Québec et que l'objectif de la Charte de langue française, c'est qu'elle puisse étudier dans les institutions francophones. Et c'est de cette façon-là qu'on a réussi à augmenter le taux de transfert linguistique pour faire en sorte d'assurer la pérennité de la langue française au Québec par le biais de l'immigration. Mais la situation que vous avez décrite, M. le ministre, concernant la possibilité pour la personne d'avoir des droits de fréquenter pour les enfants et petits-enfants, de un, il faudrait que cette personne-là devienne citoyenne canadienne, parce que sans la citoyenneté canadienne, cette voie n'est pas ouverte à la personne. Deuxièmement, les écoles anglaises sont parfaitement capables de faire en sorte de préparer les jeunes pour s'intégrer à la société québécoise, pour apprendre le français et pour parler le français. Si vous me demandez, est-ce que les immigrants doivent aller dans les écoles françaises, la réponse est oui. Mais on parle d'une situation temporaire d'un très petit nombre. Non, mais si vous dites, M. le ministre, que 3 000 personnes vont perturber ultimement ceux qui restent, ceux qui deviennent citoyennes, ceux qui choisissent de rester au Québec. Si vous me dites que ça, c'est beaucoup de si, là. Après tout ça, quelques milliers de personnes vont perturber l'équilibre linguistique au Québec. On n'est pas d'accord. Et on pense que ces gens-là devraient être capables d'avoir ce permis-là renouvelé. Je constate que vous parlez ici d'accès à la justice, modification constitutionnelle. En quoi le présent projet de loi affecte votre quotidien à l'intérieur de ces juridictions-là, juridiques, constitution, dérogation, etc.? La disposition de la loi 96 qui indique qu'il faut que ce soit le ministre de la Justice et le ministre responsable de la langue française, en l'occurrence la même personne pour l'instant, qui doit autoriser si les juges peuvent avoir une connaissance de l'anglais. Nous craignons que ça peut restreindre le bassin de juges avec une connaissance suffisante de l'anglais pour entendre des causes. Et ça, je vois le ministre de la Justice qui fait signe que non. Tant mieux qu'on nous éclaircisse ça, aucun problème.
Mais c'est une préoccupation majeure. Et ça, c'est également un droit constitutionnel. Mais vous savez, comme moi, certainement, par vos nombreuses années à ce Parlement, que la clause dérogatoire ne touche pas tous les paragraphes de la Constitution. On parle ici de 2 et de 7 à 15. Donc, en quoi votre inquiétude sur ces clauses-là pourrait affecter le service rendu aux Québécois d'expression anglaise? Mais c'est l'utilisation de la clause dérogatoire pour toutes les dispositions de la loi 96 et, par le biais de 96, à toutes les dispositions de la Charte de langue française. Ça vous affecte dans votre mandat, votre mission à l'éducation? Bien, si on interprète, Monsieur le député, possiblement qu'il y a conflit entre des articles du projet de loi 96 et si quelqu'un veut tenter de contester ces articles-là en vertu de la Charte québécoise ou en vertu de la Charte canadienne, ils ne pourront pas le faire à cause de la clause dérogatoire. Et nous, on pense dans une société de droit, les citoyens, les organismes devraient avoir la possibilité de contester des lois. Les enfants, comme Kamala Harris, sa mère, étaient chercheurs invités à statut de chercheur à l'Université McGill. Elle y est restée 5 ans et elle a décidé de repartir avec Maya et Kamala après 5 ans. D'ailleurs, elle était dans le secteur public. Et puis après, elle est repartie. Ça, c'est un exemple à peu près typique d'un ressortissant étranger parce que là où je suis mêlée puis où je pensais comprendre avec votre mémoire, vous dites bien que dès que la mère de Kamala, pour continuer notre exemple, aurait décidé « j'aime tellement être à McGill, belle carrière, j'adore la ville, etc. », je demande mon CSQ, Certificat de sélection du Québec. Kamala finit son année, admettons qu'on est au mois d'avril, elle finit son année, mais elle est obligée d'être soumise à la loi 101, même si le CSQ prend 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'arriver. Dès le jour où elle dépose sa demande, elle est obligée de passer au système francophone, parce que là, elle est considérée comme quelqu'un qui veut rester au Québec. La pratique veut, Madame la députée, que dès une personne qui séjourne de façon temporaire au Québec fait application, soit pour un certificat de sélection de Québec ou pour statut de réfugié, à la fin de cette année scolaire-là, si cette personne a des enfants à charge, ils doivent s'inscrire dans des écoles françaises. Doivent. Alors, la situation dont parle le ministre va venir possiblement quand ces personnes-là deviennent citoyennes, quand ils ont des enfants, et possiblement les enfants vont avoir le droit de fréquenter, s'ils ont fait la majorité de leur enseignement en anglais au primaire. C'est assez compliqué, là. C'est là qu'intervient la fameuse notion de parcours authentique? Si Kamala, si sa mère était restée 10 ans au lieu de 5 ans, Kamala aurait pu rester 10 ans selon la loi 101 actuelle, c'est ça? Oui, mais pour que les enfants de Mme Harris aient droit à s'inscrire dans les écoles anglophones, la situation décrite par le ministre, il faudrait que Mme Harris devienne citoyenne canadienne. OK. Et 2, qu'elle a passé la majorité de son éducation en anglais au primaire. Là, on est dans beaucoup de si, Madame la députée. Ouais. Là. On soustrait. Il reste peut-être quelques dizaines, centaines. Je l'ignore. Par ailleurs, on a fait une demande d'accès à l'information au ministère de l'Éducation pour avoir plus de détails sur ces sujets-là. Oui. Demande qui a été faite le 3 août. Alors, le ministère avait jusqu'à 30 jours au maximum de répondre à cette question en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Et nous sommes le 23 et il n'y a toujours pas de réponse du ministère. Alors, je ne peux pas vous éclairer plus parce qu'on n'a pas ces détails-là. OK. Et je comprends que ça, c'est la partie qui vous inquiète le plus ou qui vous affecte le plus, parce que vous dites qu'on n'a déjà plus beaucoup d'étudiants, d'élèves, on en perdrait encore plus. Et si on trouvait les bons chiffres, ça serait vraiment bien qu'il y ait une réponse de cette demande d'accès à l'information. On pourrait peut-être travailler avec des vrais nombres, des vraies quantités d'étudiants, et peut-être qu'à ce moment-là, le ministre montrerait une certaine ouverture à
un problème qui ne semble pas si répandu. Je me permets de noter aussi notre déception de savoir que vous n'êtes qu'un de 4 groupes issus de la communauté québécoise langue anglaise qui auraient été convoqués à ces audiences. Il y en avait plusieurs autres qui auraient souhaité avoir l'opportunité. N'y a-t-il pas, ce que j'entends souvent, un sentiment d'appartenance à notre Québec et à l'avenir de la langue française au Québec et notre rôle là-dedans qui n'est pas reflété dans les constats ni les articles de ce projet de loi-là? Avec les personnes morales, comme le English Parents Committee Association, comme nos syndicats, comme d'autres partenaires communautaires qui sont des personnes morales. Est-ce qu'on aura toujours la capacité, selon le projet de loi 96, de communiquer avec eux en anglais, que ce soit français et anglais ou anglais seul, à la limite? Et ça, c'est pas très clair. Et nous l'avons même examiné avec des avocats, puis 2 avocats, 3 opinions. Hein? Je voudrais vous poser une question sur la disposition de dérogation. Par définition, dans une société soucieuse de respecter les droits fondamentaux qu'elle accorde à ses membres, l'utilisation de la clause de dérogation devrait se faire de façon parcimonieuse et circonspecte. Donc, vous n'êtes pas contre en principe. Très bien, merci. Monsieur Lamoureux, moi, ses enfants, mes enfants, nous sommes des Québécois à part entière. Nous avons décidé de s'implanter au Québec, de rester au Québec. La loi 96 ne nous unit pas comme Québécois et Québécoises. Je ne peux que le constater. Alors, peut-être je supplie aux parlementaires de prendre ça en considération quand on discute des dispositions individuelles du projet de loi. C'est ça. Il y a une augmentation significative. En 2010 élèves en 2010, puis maintenant 4428 en 2019. Les chiffres dont vous parlez, Monsieur le député, nous ne les avons pas, outre que par le biais du devoir. J'ai une autre source que je vais vous fournir. Magnifique, parce que nous, on a fait une demande d'accès à l'information pour valider ces sources-là, ces informations-là, D'accord. et dont on n'a pas obtenu réponse dans les délais normaux. Alors, c'est difficile de commenter. Outre le fait, dans l'article du devoir, on parle que les séjours temporaires au total ont triplé depuis 2010, triplé, et les demandes d'autorisation temporaire à l'enseignement en anglais ont doublé. Mais c'est pas ça ma question. Pourquoi vous voulez qu'il y ait dans votre réseau, au lieu du réseau de la langue commune et la langue officielle au Québec, vous contestez ça? Non, on pense que pour certaines catégories de personnes qui viennent au Québec de façon temporaire, que ça serait utile et intéressant de les permettre d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Vous savez qu'il y aurait une belle unité si tout le monde parlait anglais aussi, mais ça enlèverait quand même pas mal de l'unicité du Québec. Alors, si le Québec est francophone, et c'est la langue officielle, et que l'accueil ne se fait pas automatiquement en français, c'est qu'on fait un autre choix qui n'est pas le mien. Mais quand vous dites que ça cause préjudice, c'est soit le financement, soit l'influence de la communauté anglophone. Mais dans les 2 cas, et comme vous ne voulez pas indiquer que le français est menacé, moi, ça me cause problème. La tentative d'inscrire la nation québécoise et sa langue commune de manière unilatérale dans la Constitution canadienne. J'estime que cette tentative est vouée à l'échec parce que l'article 159 du projet de loi est inconstitutionnel pour le motif principal suivant. L'article 159 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 45 de la loi constitutionnelle de 82 qui permet à l'Assemblée nationale de modifier la Constitution du Québec unilatéralement. L'article 159 repose sur le postulat erroné que puisque l'article 90 recoupe la Constitution provinciale, il peut être modifié par l'Assemblée nationale agissant seule au moyen de l'article 45. C'est l'inverse qui est vrai. Lorsqu'une disposition de la Constitution du Québec, à mon avis, fait aussi partie de la Constitution du Canada, elle ne peut être modifiée que par une procédure de modification multilatérale, qui est dans ce cas la procédure la plus exigeante de l'article 41 de la loi constitutionnelle de 82, qui requiert l'unanimité fédérale-provinciale. Si l'article 159 est adopté, je prévois qu'il sera immédiatement contesté et que le procureur général du Québec ne pourra éviter un revers cuisant devant les tribunaux.
Je ne peux concevoir que la Cour suprême du Canada voudra reconnaître sa validité puisqu'il modifie considérablement l'architecture constitutionnelle dont elle est la gardienne. Le Canada est un État multinational composé de la nation canadienne, de la nation québécoise et des nations autochtones. Chaque nation possède un droit inhérent à l'autodétermination. Il a beaucoup été question du droit à l'autodétermination externe dans les 2 référendums sur la souveraineté, mais dans la vie de tous les jours, le droit à l'autodétermination interne est beaucoup plus concret. Toutes les lois majeures du Québec, du Code civil à la loi 21 et au projet de loi 96, sont des expressions du droit à l'autodétermination interne de la nation québécoise. Ce droit à l'autodétermination interne n'a pas été respecté par la nation canadienne en 1867 et en 1982. Ceux et celles qui veulent garder le Canada uni ont une immense tâche constitutionnelle qui les attend d'urgence, celle de rédiger des constitutions pour chacune des nations qui forment le Canada et de les réconcilier entre elles. S'ils n'acceptent pas cette tâche ou s'ils échouent à la remplir, les tensions constitutionnelles s'accroîtront continuellement et la question de l'autodétermination externe se posera presque sûrement à nouveau. Vous, ce que vous souhaitez, c'est que le Québec se dote de sa propre constitution. Vous dites, dans le fond, la Constitution canadienne, la loi constitutionnelle de 1867, la loi constitutionnelle de 1982, le Québec n'a pas été consulté, donc ça appartient à la nation canadienne, cette constitution-là, et nous-mêmes, nous devrions nous doter de notre propre constitution ici au Québec, qui est composée notamment de la loi 21, de la Charte de la langue française, du projet de loi 96 qui va y être ajouté, de la loi sur l'Assemblée nationale. Est-ce que je comprends bien? Oui. Je précise que toutes les provinces peuvent faire la même chose, mais que dans le cas exceptionnel du Québec, nous avons affaire à une nation qui est différente de la nation canadienne. Donc, on parle ici d'une constitution provinciale qui est aussi une constitution nationale. Une des craintes de certains groupes, c'est l'utilisation des dispositions de dérogation, des dispositions de souveraineté parlementaire. Il y a une distinction très claire en droit constitutionnel entre la validité d'une loi et la validité des actes administratifs qui en découlent. On peut contester, par exemple, une fouille ou une perquisition d'un douanier ou d'un policier sans nécessairement contester le code criminel ou les dispositions de la loi qui autorisent la fouille. On sait que les autorités administratives peuvent parfois aller trop loin, peuvent parfois prendre des moyens abusifs ou disproportionnés. Et là, je pense qu'on peut rassurer quelque peu la communauté anglophone en lui disant que ces recours-là vont demeurer. Est-ce que le projet de loi 96 contrevient aux droits des nations autochtones? Il faut faire de la place, il faut leur faire de la place à ces droits ancestraux autochtones. Donc, ça veut dire qu'il y a certains droits qui s'ajoutent, qui sont garantis par la Constitution canadienne depuis 1982, les droits ancestraux autochtones que toutes les nations autochtones détiennent au Québec, malgré les différences entre leurs statuts juridiques qui sont par ailleurs considérables. Mon expérience professionnelle m'a donné un autre regard, une autre perspective, qui est sensible à l'affirmation des droits autochtones et qui cherche à concilier ces droits autochtones avec les compétences du Québec. Même si les définitions des nations ont changé, comme je disais tantôt, les nations se définissaient autrefois sur une base ethnique. Donc, c'était la nation canadienne-française, descendante des colons français. Aujourd'hui, les nations, comme la Cour d'appel l'a reconnu au printemps dernier dans l'affaire sur la loi 99, se définissent sur une base territoriale, c'est-à-dire tous les habitants d'un territoire, le Québec, quelle que soit leur origine ethnique. On ajoute dans le préambule de la Charte de la langue française ce que je vous appelle une notion, là, en termes vulgarisés, sur le droit collectif. Est-ce que ça a des assises, ça? Est-ce que c'est une notion qui est bien développée et qui est intégrée dans le droit ailleurs dans le monde? Oui, mais pas assez au Canada. Et je pense que c'est un travers, un défaut du droit constitutionnel canadien, de la jurisprudence canadienne. Si on se reporte vers la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, il y a une pondération beaucoup plus importante entre les droits collectifs et les droits individuels. Ici, on donne une importance, à mon avis, parfois excessive aux droits individuels en ne tenant pas compte de la légitimité des droits collectifs, qui sont aussi des droits humains fondamentaux. J'insiste sur ce point. Le concept de souveraineté parlementaire est propre au régime constitutionnel de type britannique, qui ne privilégie pas, au contraire, la notion de droit collectif. Donc, faire ce lien-là, à mon avis, le Québec est peut-être le seul endroit au monde où on peut le faire. Ce lien-là, à mon avis, est tout à fait justifié. Mais c'est par l'entremise de la clause dérogatoire, par l'entremise de la souveraineté parlementaire,
que l'Assemblée nationale peut, en toute légitimité, en droit constitutionnel canadien, rétablir ou affirmer les droits collectifs de la nation québécoise. Ce que je comprends, parce que je vais essayer de vulgariser, parce que c'est pas toujours évident, hein, on parle avec des constitutionnalistes, puis ils disent malheureusement pas tous la même chose. On voudrait bien que ce que vous dites soit partagé par tout le monde et qu'il y ait un seul discours, mais je comprends bien que s'il n'y a pas un seul discours, à preuve, le ministre se fait dire qu'il erre en mettant l'article 159. Une fois qu'on a dit ça, je pense que vous êtes assez clair qu'il erre en disant « vous vous trompez de Constitution ». Là, je mets au défi pas mal de monde dans la salle et dans la population pour comprendre de quoi vous parlez. Évidemment, parce qu'il se trompe de Constitution, on est un petit peu mêlé. On comprend la Constitution canadienne, on comprend que l'article 45 qui est là, il y a le supralégislatif, il y a le quasi-constitutionnel, il y a la loi ordinaire, toutes des notions avec lesquelles j'essaie de composer moi-même. Mais une fois qu'on a dit tout ça, vous dites une chose et ce qui me semble être un peu son contraire. Alors, je vais essayer de comprendre, mais vous me pardonnerez mes propres errances. Alors, vous dites que l'article 159, là, il faudrait l'enlever. Il faudrait l'enlever. Puis là, vous dites comme Benoît Pelletier. Vous dites qu'il faudrait repartir, commission itinérante, commission parlementaire qui va partout au Québec, qui fait une tournée. Est-ce qu'on scrape tout ça, finalement, puis on repart avec une tournée du Québec? Benoît Pelletier dit, attention, si c'est quelque chose, faire ça, ça prend l'unanimité, si possible, de tout le monde. Moi, j'aimerais ça participer à ça, ça serait passionnant. Mais j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans les objectifs du PL 96. Alors, pour moi, le gouvernement du Québec vient d'ouvrir une porte tellement grande que ça dépasse de loin le cadre de la loi 96 sur la langue française. On a ouvert une porte constitutionnelle entièrement nouvelle. Il n'est pas étonnant que ça suscite un immense point d'interrogation et que les avis soient très divergents. Et je pense que les implications ne sont pas encore pleinement comprises de l'article 90Q. Parce qu'on pourrait avoir un article 90A, Alberta, article 90CB, Colombie-Britannique, un article 90O, Ontario, jusqu'aux 10 provinces. Chaque province pourrait ajouter 20 pages, au moins, il n'y a pas de limite de quantité à la Constitution du Canada. La Constitution du Canada, donc, aurait 200 pages de plus. Et ce qui n'était pas du tout envisagé par ses auteurs, ni par la Cour suprême jusqu'ici. À mon avis, elle dira « Oh là », ça, c'est modifier l'architecture de l'ensemble de la Constitution. Allez donc faire votre propre Constitution provinciale à la place. J'aimerais vous entendre un petit peu plus sur les pouvoirs de perquisition des inspecteurs du gouvernement. Dans un premier temps, je diffère avec vous. Selon mes discussions, cette commission risque d'entendre beaucoup de groupes québécois francophones qui auraient des questionnements là-dessus aussi. Alors... La jurisprudence sur les effets des clauses dérogatoires est encore peu abondante, peu détaillée, parce qu'elle a peu été utilisée au Canada. Et qu'entre autres, la jurisprudence sur la distinction entre la validité des lois et la validité des inspections n'est pas encore développée. Mais je m'appuie, je dirais, sur des raisonnements juridiques fondamentaux pour arriver à la conclusion que j'ai présentée aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que la Constitution, que ce soit l'article 33 de la Charte canadienne ou l'article, je crois, 52 de la Charte québécoise, ne permet des clauses dérogatoires qui protègent des lois ou des dispositions des lois. Elle ne permet pas des clauses dérogatoires qui vont jusqu'à protéger des actes abusifs. Est-ce que le projet de loi 96 ne serait pas une opportunité pour promouvoir et reconnaître les langues autochtones un peu plus? Et comment est-ce qu'on peut le faire avec le projet de loi 96? Les droits ancestraux vont s'appliquer quoi que disent le projet de loi 96. Donc, ils existent indépendamment du projet de loi 96, mais on pourrait préciser dans la loi 96 que ces droits ancestraux s'appliquent à l'Assemblée nationale et à la loi 101 un peu davantage. Alors, selon vous, on ne sera pas capable d'inscrire que le Québec est une nation, que le français est la seule langue officielle du Québec dans la Constitution canadienne. Ai-je bien compris? Exact. Merci. Le gouvernement du Québec a choisi de faire une promotion assez débridée de ce qu'il considère comme étant un coup de génie et d'en faire la promotion. C'est une douche froide assez importante que vous envoyez. Nous, ça ne nous impressionnait pas tant que ça. On ne cherche pas vraiment à intégrer la Constitution canadienne, on cherche à en sortir. Le projet de loi 96 consacre de nouveaux droits fondamentaux et surtout, il hisse autant que possible
au sommet de la hiérarchie, au sommet de notre hiérarchie des normes, ce projet de société particulier qui consiste à protéger et vivre en français. Notamment par l'octroi d'un statut quasi constitutionnel à la Charte de la langue française, un statut à l'égal de la Charte québécoise, par la modification de la Charte québécoise à son préambule, une disposition interprétative qui s'ajoute, et surtout un droit de vivre en français qui est consacré parmi la partie de cette Charte qui a la plus grande portée. Et aussi par la mention explicite à l'article 9.1 que l'importance accordée au Québec à la protection du français est un motif de justification qui doit être pris en considération par les tribunaux lorsqu'il est question de concilier, pondérer, limiter, encadrer les droits des uns et les droits des autres. L'utilisation de la dérogation, c'est une manière pour les parlementaires de répondre, de répliquer, de dialoguer avec la jurisprudence de la Cour suprême qui s'est élaborée depuis les dernières décennies. Il y a dans la Constitution canadienne de la Fédération du Canada, qui comprend les 11 entités qui composent la Fédération, des dispositions qui sont indivisibles, indissociables, qui font à la fois partie de la Constitution du Québec et à la fois partie de la Constitution de la Fédération dans son ensemble. Et c'est cette caractéristique, le fait que c'est profondément entremêlé plutôt qu'étanche, qui fait en sorte que lorsque le Québec modifie sa propre Constitution, il modifie aussi celle de la Fédération, puisque certaines dispositions se trouvent à être dans la loi constitutionnelle de 1867. Cette compétence de l'article 45, c'est une compétence profondément hybride. On sait qu'en vertu de cette compétence-là, on peut adopter des lois ordinaires, comme par exemple les lois électorales. On peut aussi adopter des lois quasi-constitutionnelles, comme la Charte québécoise ou à Ottawa, la loi sur les langues officielles. Et on sait qu'on peut aussi modifier certains aspects de la Constitution supralégislative, ne serait-ce que les dispositions de la Constitution de 1867, modifiables en vertu de l'article 45. Donc, on a une compétence profondément hybride et qui côtoie d'autres compétences, celles des articles 38 à 43, où là, pour ces questions-là, il faut l'accord du reste du Canada, du fédéral, d'un certain nombre de provinces. Donc, 45 permet certaines choses, c'est un carré, un domaine de compétences limité, mais à l'intérieur de ce domaine de compétences, le Québec peut agir. Alors, comment on fait pour identifier lorsque le Québec modifie la loi suprême du Canada, le morceau de la Constitution de la Fédération qu'il peut modifier? Bien, le texte de la Constitution lui-même et la jurisprudence nous fournit assez clairement les balises. L'article 52 de 1982 définit clairement c'est quoi la Constitution suprême du Canada. Quelles sont ces normes qui sont supralégislatives? Et on nous dit tous les textes figurant à l'annexe. À l'annexe, on voit ici clairement que c'est l'ensemble de la loi constitutionnelle de 1867, comme c'est l'ensemble de la loi constitutionnelle sur le Manitoba ou celle sur l'Alberta, peu importe, je pourrais vous énumérer les exemples pendant longtemps, qui fait partie de ce qui est enchâssé dans la Constitution. On ne dit pas seulement certains morceaux du texte de 1867, on dit bien la totalité de 1867. Alors, dans le texte de 1867, vous avez ce sous-titre sur les constitutions provinciales qui est enchâssé, évidemment, via 52. La Cour suprême, sous la plume du juge Major, est venue définir comment on fait pour distinguer lorsque le Parlement du Québec agit comme législateur ordinaire des situations où le législateur québécois met son chapeau ou sa casquette de pouvoir constituant de la Fédération. L'extrait de la Cour suprême est assez clair. On nous dit que l'article 45 permet de modifier la Constitution de la province, donc un objet limité et précis. La citation se poursuit. Ce pouvoir doit être lu en corrélation avec le paragraphe 52. Donc, le mot « constitution » ici, c'est au sens du paragraphe 52, paragraphe 1 de 1982. Donc, cette constitution au sens de loi supralégislative au-dessus des autres lois. Et on nous dit, la façon de savoir lorsque le Parlement d'une province veut agir ainsi, c'est qu'il le fasse avec une intention claire, en le disant expressément.
le projet de loi 96 est une façon appropriée de venir réécrire, modifier, ajouter, bonifier le texte de la Constitution de 1867. Dans une fédération, ça prend un arbitre pour trancher les litiges entre le fédéral et les provinces. Un des problèmes du fédéralisme canadien, c'est que le choix de l'arbitre, il est unilatéralement fait par l'un des partenaires. Et donc, ça, c'est un problème que l'accord du Lac-Meach voulait atténuer. Ça n'a pas été adopté. Et ça contribue à faire en sorte que, évidemment, les juges, individuellement, ils font leur travail au mieux, du mieux qu'ils peuvent. Mais quelle importance ils accorderont à cette autodéfinition du Québec, ça, on ne peut pas le savoir. Et le fait qu'ils sont sociologiquement choisis par l'un des partenaires de la Fédération, ça vient structurellement introduire un certain biais qui joue parfois en défaveur des intérêts du Québec. Dans le projet de loi 96, on a introduit la notion de droit collectif. Qu'est-ce que vous pensez de ça et est-ce que ça existe déjà, des droits collectifs? Au Québec, dans l'équilibre des droits, au sommet de notre hiérarchie des normes, il y a des préoccupations qui sont d'ordre individuel et il y a des préoccupations qui sont d'ordre collectif. Et les unes et les autres sont tout aussi importantes et doivent être conciliées les unes avec les autres. Est-ce que le recours aux dispositions de souveraineté parlementaire signifie qu'une loi est discriminatoire? Ça dépend du contenu de la loi. Donc, si la loi est utilisée pour promouvoir des droits, bien, au contraire, c'est une loi qui favorise les droits. Et si, à l'inverse, la loi est utilisée pour les restreindre, on peut restreindre les droits sans utiliser la dérogation et on peut légiférer avec dérogation sans restreindre les droits. Tout dépend de ce que le législateur fait lorsqu'il utilise cette souveraineté parlementaire. Par contre, lorsqu'on légifère avec la dérogation, je pense que ça demande de la part des parlementaires, justement, une attention particulière puisque ça limite la capacité du juge d'intervenir par la suite pour venir rectifier des choses. Mais si les parlementaires souhaitent exercer ce pouvoir de dernier mot, qui a toujours existé dans la tradition britannique et qui subsiste à travers ces dispositions-là, l'article 33 de la Charte canadienne et l'article 52 de la Charte québécoise, bien, ça peut être tout à fait pertinent et salutaire. Tout dépend de ce qu'on en fait. Il y a des gens dans la société civile qui disent qu'il y a des aspects dans ce projet de loi-là qui vont enlever des droits, notamment la communauté d'expression anglaise qui dit que ça peut affecter l'accès à la santé ou l'accès à la justice. Il y a rien dans ce projet de loi qui vient restreindre les droits historiques de la communauté anglo-québécoise tels qu'ils sont consacrés à l'article 133 de 1867. Dire que le Québec forme une nation et qu'il a pour langue officielle le français, ça n'enlève rien par rapport à ce que la Constitution offre comme droit à la communauté historique anglophone. Vous avez dit qu'il faut une attention particulière demandée aux parlementaires quand il y a application de dispositions de dérogation. Si vous-même, vous étiez un parlementaire, là, sans formation constitutionnelle et tout ça, comme nous, humbles mortels, comment vous appliqueriez cette attention-là? Je pense que les principaux critères, c'est d'identifier les droits et les intérêts qui sont en présence. Les droits et intérêts des individus qui peuvent voir dans ces dispositions-là un fardeau, une contrainte, etc., par opposition à ceux qui, les droits des individus et de la collectivité, et de voir dans quelle mesure l'équilibre qui est proposé par le projet de loi est raisonnable. Puis parmi les indications qui peuvent aider à voir si c'est raisonnable, c'est de se demander, est-ce qu'il y a beaucoup de solutions de rechange? Et parmi ces solutions de rechange, est-ce qu'il y en a qui seraient plus respectueuses des droits et d'autres qui le seraient moins? Et le tribunal va arriver à la conclusion qu'il faut retenir pas la moins pire des solutions, mais parmi les moins pires. Les droits d'inspection de l'OQLF, oui. Ou même votre prédécesseur, le professeur Binet, disait que c'est des droits vraiment très, beaucoup plus élargis qu'ils sont dans la Charte actuelle. Beaucoup de juristes ont dit, attention, il y a même des arrêts de la Cour suprême, il y a quelque chose qui dit... par exemple, le droit à la vie privée dans les ordinateurs. Ça n'existait pas en 1976 lors de la Charte, hein, on s'entend, 1977. Et là, maintenant, il y a eu un certain nombre de jugements là-dessus en disant un ordinateur portable, là, vous allez repartir avec votre ordinateur, il peut y avoir des rendez-vous chez le médecin, il peut y avoir des choses que vous ne voulez certainement pas qu'un inspecteur de l'OQLF voit.
Mais quand il a le droit de regarder et que c'est permis par la loi, puis il ne fait pas ça pour rien non plus, là, mais il a le droit... Pour valider un comportement d'inspecteur, il faudrait le rattacher quand même assez explicitement à son fondement législatif. Puis le comportement de l'inspecteur doit s'exercer dans le respect de la finalité de la loi. Donc, je pense que ça pourrait être une manière d'atténuer la chose. L'autre manière d'atténuer la chose, et le Parlement est souverain, bien, c'est peut-être d'apporter des précisions à cette disposition. Et sinon, l'autre solution, c'est généralement qu'un tiers, le juge, vienne juger la raisonnabilité de la chose. Donc, c'est une suggestion qui est intéressante, en effet. Pourquoi ajouter une ligne dans une constitution qu'on n'a pas signée? C'est sûr qu'on peut ne pas vouloir jouer dans le film de la Constitution canadienne, mais en attendant peut-être un autre grand soir, ça permet au Québec de défendre ses intérêts par rapport à la fois au fédéral, par rapport aussi à la dynamique constitutionnelle qui joue devant nos tribunaux, en posant ce qui nous tient à cœur au sommet de la hiérarchie des normes. Je suis l'auteur d'un livre intitulé « Pourquoi la loi 101 est un échec », publié chez Boréal l'année passée. Et je suis aussi l'auteur d'un livre à sortir le 7 octobre qui s'intitule « Un libre choix cégep anglais et étudiants internationaux, détournement, anglicisation et fraude », édité par le Mouvement Québec français. L'axe principal du projet de loi 96 me semble être l'exemplarité de l'État, en ce sens, et me semble être une tentative pour restreindre le bilinguisme systémique de l'État québécois. Mais débilinguiser l'État québécois ne sera pas, je crois, une mince affaire. Comment va-t-on pouvoir restreindre l'offre active de services en anglais? Je crains qu'on se retrouve avec une situation où les services en anglais ne seraient théoriquement pas disponibles pour tous, tout en l'étant en pratique. Cela serait dommageable pour le statut du français. Un objectif subsidiaire devrait être d'arrêter l'anglicisation des jeunes francophones à Montréal. Les projections des mots linguistiques effectuées par Statistique Canada nous annoncent que les francophones ne constitueront plus que 69 % de la population du Québec selon la langue maternelle et 73,6 % selon la langue d'usage, la langue parlée à la maison, en 2036. Il s'agit d'une chute de 10 points et de 8 points par rapport à 2011. Donc, ça, c'est en 25 ans seulement. En 2006 et 2016, on a aussi mesuré un doublement de l'anglicisation des jeunes francophones à Montréal. Donc, on peut dire que démographiquement parlant, le groupe de langue française est en chute libre au Québec. Donc, est-ce que le projet de loi 96 va arriver à déjouer le scénario que nous peint Statistique Canada? La réponse me semble être non. Premièrement, parce que la sélection de l'immigration est exclue de son champ d'action. Pour arriver à 90 %, il faudrait n'accepter au Québec que des francotropes ou des gens ayant une excellente maîtrise du français avant l'arrivée, et ce pour toutes les catégories d'immigrants, temporaires ou permanents. Je ne comprends pas en particulier l'hésitation à imposer les clauses scolaires de la loi 101 au niveau collégial. Le Québec finance le déclassement symbolique du français comme langue d'études au collégial. L'anglais va rester la langue d'études de l'élite. Cela est très lourd de sens. Je tiens à souligner la qualité de votre travail relativement à votre livre que vous avez écrit l'an passé, « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Alors, je crois que votre ouvrage fait œuvre utile dans le cadre du débat linguistique. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour ça. Puis je vais lire avec intérêt votre prochain livre qui va sortir prochainement. Comment expliquez-vous que l'État québécois, lui-même, n'a pas été exemplaire et que ça a pris le projet de loi 96 pour avoir des dispositions sur l'exemplarité de l'État? La question n'a pas été prise au sérieux, à mon avis. L'intervention sur l'exemplarité de l'État, je pense que c'est absolument nécessaire, mais à mon avis, ça va être un travail titanesque de rentrer le génie dans la bouteille dans le contexte où le bilinguisme anglais-français est en train de devenir universel au Québec, puis en particulier dans le contexte où les jeunes veulent de plus en plus pratiquer leur anglais. Ça, c'est Statistique Canada qui nous apprend ça. Donc, les jeunes qui passent par l'anglais intensif au primaire, par exemple, l'immersion anglaise au secondaire, l'univers numérique qui est très anglicisant, comment on va arriver à les convaincre que s'ils sont employés de l'État, ils doivent offrir un service en français seulement, ça va être difficile. Qu'est-ce que vous pensez de cet indicateur-là
la langue parlée à la maison? Et est-il important de s'en préoccuper et de l'utiliser comme valeur de référence pour évaluer la situation du déclin du français? Oui, bien, donc il y a un consensus chez les démographes à l'effet que la langue parlée à la maison, la langue d'usage, est l'indicateur le plus important pour prédire la vitalité future d'un groupe linguistique. On nous parle souvent de la langue d'usage public. Il faut à ne pas confondre avec la langue d'usage ou la langue parlée le plus souvent à la maison. Donc la langue d'usage public, donc la langue parlée par exemple dans les dépanneurs, serait un indicateur sur lequel il faudrait se rabattre. On nous dit souvent ça, on entend ce discours-là. À mon avis, c'est complètement farfelu. Que des études de l'OQLF n'ont pas été rendues publiques pendant des années et que les indicateurs également étaient sélectionnés pour avoir un beau portrait de la situation. Un des problèmes de l'OQLF pendant longtemps, c'était que les nominations étaient politiques. Ça prend un suivi linguistique de la situation avec les mêmes paramètres à chaque fois, calculés de la même façon pour qu'on puisse faire un suivi dans le temps. Ça, c'est très important. Ça prend une synthèse qui soit accessible et compréhensible au public. Donc, en écrivant mon livre, j'ai voulu faire cette synthèse, mais c'était le travail, en fait, de l'Office. Donc, ça prend une synthèse simple et accessible. Puis donc, dans mon mémoire, j'ai quelques suggestions pour le commissaire. Donc, ce commissaire-là, d'avoir une compétence reconnue sur la question. Donc, c'est pas dans le libellé. Une des faiblesses majeures qu'on a, c'est la production de savoir dans ce domaine. Il y a peu de recherche quantitative qui est faite maintenant. Ça, c'est une lacune majeure à mes yeux. Vous êtes d'avis qu'on devrait étendre la loi 101 au cégep pour les francophones et les allophones? Vous devriez y aller pour un gel. OK, la loi, faire tomber le libre choix, c'est une impossibilité, je comprends. Donc, ça devrait être un gel franc des places et non pas une croissance contingentée, qui est une mesure bancale, à mon avis. Puis l'autre problème majeur, puis ce qui est peut-être un problème plus important que celui des effectifs, c'est l'écrémage, donc le déclassement symbolique du français. Tout le monde sait, tous les étudiants sur l'île de Montréal savent que s'ils veulent avoir un avenir prometteur, ils doivent aller à Dawson et John Abbott, puis après à McGill et Concordia. Donc le français est déclassé symboliquement, puis ça, c'est très lourd de conséquences. Donc à mon avis, vous devriez introduire une clause de sélection aléatoire des postulants. Donc, les directions des cégeps anglais ne puissent pas sélectionner seulement la crème et l'élite académique. J'ai passé beaucoup de temps très annoté de votre livre. Je l'ai lu 3 fois plutôt qu'une, avec quand même un certain nombre de réactions. Les financements des réseaux sont équitables dans le sens où c'est fait par le nombre d'étudiants. Il y a beaucoup moins d'étudiants à McGill qu'il y en a à l'Université de Montréal. Ils ont décidé de limiter leur admission. Donc, ce n'est pas sur la question de l'argent subventionné, de l'argent qui vient du gouvernement dans les institutions. Ça va en fonction du nombre d'étudiants. Alors, si on descend le nombre d'étudiants, par exemple, je pense que c'est ce que vous voulez faire dans les cégeps anglophones, qu'est-ce qu'on fait? Ce que le concept de complétude institutionnelle exprime, c'est qu'il y a un lien entre la vitalité d'une langue, donc les substitutions linguistiques vers cette langue, et l'ampleur du réseau institutionnel. Donc, moi, c'est ce que j'affirme. Ce lien-là, je pense, est indéniable. Donc, à savoir, si on veut faire quelque chose ou on ne veut rien faire, ça, c'est du domaine du politique. Donc, c'est à vous de décider. Puis ça, c'est une des iniquités de financement, c'est celle-là. Mais il y a une autre iniquité de financement, dont je l'ai démontré au niveau universitaire, c'est par étudiant. Donc, il y a aussi une iniquité de financement par étudiant. Donc, au niveau universitaire, par étudiant équivalent temps plein, par EETP. Les universités de langue anglaise, par exemple, je l'ai calculé pour les fonds d'immobilisation, ont 56 de plus de fonds d'immobilisation par étudiant que les universités de langue française sur l'île de Montréal. Donc, il y a 2 iniquités. Il y a l'iniquité au niveau de la complétude institutionnelle, puis il y a aussi celle qui frappe l'étudiant même. Donc, j'ai écrit un article là-dessus dans l'autre journal. Québec préfère les universités anglaises. Je vous invite à le lire. J'ai lu aussi, je pourrais discuter longuement de tout ça, mais je vais passer la parole à mon collègue. Tous les étudiants au Québec, à Montréal, savent que si on veut avancer dans la vie, ce que les mots vous avez dit, il faut aller à Dawson ou à John Abbott. Moi, les 2 miens ne m'ont jamais demandé ça. Vous tenez cette donnée-là d'où? Que tout le monde, là, c'est de connaissance commune. Pour avancer dans la vie, il faut passer par Dawson ou John Abbott. Bien, c'est ce que beaucoup d'étudiants m'ont dit.
Évidemment, il n'y a pas d'études là-dessus. Il y a une étude, à vrai dire, qui sont les statistiques d'admission de Dawson, qui a été publiée par le Journal de Montréal. Dawson reçoit 11 500 demandes d'admission par année et accepte seulement 30 des étudiants. Donc, l'écrémage effectué par Dawson est phénoménal. 11 500, c'est une grande proportion des étudiants au collégial à Montréal. Donc, mon affirmation, je pense, n'est pas complètement farfelue. Je ne vous dis pas qu'elle est farfelue, je vous dis qu'elle n'est pas fondée, tout simplement. C'est pas la même chose. Elle n'est pas fondée sur des analyses rigoureuses. D'où sortez-vous la donnée selon laquelle il y a plus d'argent pour un service donné dans un hôpital anglophone que dans un hôpital francophone dans la région de Montréal? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'il y avait plus d'argent dans un hôpital anglophone. Le financement se fait à l'acte, là, on le sait. J'ai dit que la dimension du réseau de langue anglaise dépasse de loin la taille démographique de la communauté de langue anglaise. C'est pas du tout la même chose. Puis par institution anglophone, ce que j'entends par là, c'est la langue de travail. Donc, pas la langue de service. On pourrait très bien avoir un réseau de la santé au Québec où la langue de travail soit le français, mur à mur, puis qui offre des services en anglais. Donc, ça, il n'y aurait aucun problème avec ça. La communauté anglophone aurait des services de santé dans sa langue. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que je vous ai mal compris, mais vous avez fait le parallèle aussi, à un moment donné, en termes de financement par étudiant. Bon, reprochez-moi de faire le parallèle par unité de soins. Oui. Je ne vois pas ça, moi. Je ne vois pas... J'ai jamais dit qu'il y avait une différence de financement par unité de soins pour la santé. J'ai dit, pour les universités, il y en a une et c'est démontré. Et elle vient de où, d'après vous? Est-ce qu'elle vient de la portion publique ou elle vient de la philanthropie? En partie. Oui, il y a un déséquilibre dans le financement public assuré par le gouvernement du Québec. Il y a un déséquilibre aussi massif de la part du fédéral, mais ça, c'est une autre question. Il y a un déséquilibre dans les fonds du gouvernement du Québec même. Sur la base de la proportionnalité, votre argument, c'est la proportionnalité. Non, vous m'avez mal suivi. C'est sur la base par étudiant. Madame la Présidente, je pense que j'ai fini. Hein? Oui, vous venez de terminer le temps. À la page 76, qu'il faut une réduction durable de l'immigration afin de ralentir le recul du français. Quand vous dites immigration, est-ce que vous parlez de tous les types d'immigration? Parce qu'on sait qu'il y a une volonté du gouvernement à augmenter l'immigration des travailleurs étrangers temporaires qui, peut-être éventuellement, pourraient vouloir rester ici. Donc, de quelle immigration vous parlez? Toute l'immigration? À mon avis, le niveau actuel d'immigration est excessif. Donc, on n'arrive pas à intégrer ces immigrants-là. Donc, la question pourrait être, bon, si on acceptait seulement des immigrants francotropes, est-ce que la question des seuils serait aussi importante? À mon avis, non. Si les immigrants étaient largement francisés ou francotropes, l'acuité de la question des seuils se poserait la question se poserait de façon beaucoup moins aiguë. Puis on sait que les flux d'immigrants temporaires au Québec sont en augmentation exponentielle. Oui. Donc, c'est ça. Donc, en particulier dans les universités de langue anglaise, bon, mais pas seulement. Donc, cette immigration-là a un... Donc, vous ne faites pas beaucoup confiance à notre système d'intégration au Québec des immigrants au français? On sait que l'intégration sur le sol se fait à plus de 60 % en anglais. Donc, si on accepte des gens qui ne sont pas francisés d'avance, on sait qu'à 60 % et plus, ils vont faire des transferts linguistiques vers l'anglais. On ne peut pas faire un effort pour changer une fois qu'ils sont ici, mais comme j'ai peu de temps, pour les étudiants internationaux, dans l'article aujourd'hui du Devoir, vous disiez que la solution serait d'exiger que les candidats à la résidence permanente aient suivi un programme d'études en français. Donc, un étudiant international qui fait ses études en anglais, qui veut après ça rester ici, faire la résidence permanente, là, il va falloir qu'il continue, qu'il fasse un autre programme en français. J'essaie juste de comprendre votre solution. Bien, lors de la réforme du programme de l'expérience québécoise, donc il y a eu une levée de bouclier. On se rappelle, en particulier du cégep de Matane qui s'est opposé à la réforme parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Puis moi, j'ai trouvé ça malheureux que cette réforme-là ne fasse pas la distinction entre les étudiants qui sont scolarisés en anglais ou en français, parce qu'à ce moment-là, ceux qui sont au cégep de Matane, à mon avis, c'est une bonne chose. Trop fait, malheureusement. Pourquoi les annonces successives quant à Dawson et Royal Victoria vont à l'encontre de tout ce que le gouvernement veut faire en matière de langue?
Les clauses scolaires de la loi 101 s'appliquent seulement au primaire, au secondaire et cessent au collégial. Donc, on considère qu'à partir du collégial, il y a un libre marché bilinguistique que l'État doit financer sans limite. Donc, au cégep et à l'université, l'État québécois est intégralement bilingue. Il finance les études à 100% selon les volontés de l'étudiant. Cette politique-là est, à mon avis, en contradiction totale avec la volonté de faire du français la langue commune et la langue officielle. Depuis 10 ans, honnêtement, il n'y a pas eu de geste structurant pour contrer ce qu'on avait déjà décrit à l'époque, il y a 10 ans, comme une situation alarmante, une situation inquiétante, c'est-à-dire l'anglicisation du Grand Montréal, et on aurait pu ajouter de la région de l'Outaouais et des régions frontières du Québec. Ce projet de loi-là, il manque quelques geste extrêmement structurant pour le rendre vraiment efficace. C'est évidemment que lorsqu'on a fait un parcours au primaire et au secondaire en français, on doit aller au cégep en français. Qu'est-ce qui explique à l'époque que vous étiez comme un seul chevalier à tirer la sonnette d'alarme sur le déclin du français et que les partis successifs qui ont été au pouvoir n'ont pas donné suite, notamment à vos propositions? C'est essentiellement parce qu'il y a beaucoup de résistance à toucher à la langue française. Ce n'était pas payant au niveau électoral. Et aussi, il y a des raisons. Par exemple, prenons la grande région de Montréal. On sait que ça a toujours été représenté, puis on connaît là, le contexte, par souvent les libéraux dans des comtés qui étaient acquis aux libéraux. Et souvent, cette élection-là, dans ces comtés-là, était le fait d'une majorité d'anglophones dans un comté. Dans d'autres régions du Québec, le phénomène, quand on parle de la langue, il est beaucoup moins sensible. Et là, on se bute à toutes sortes de préjugés et dont le principal, c'est que on ne peut pas vivre et réussir au Québec si on ne connaît pas la langue anglaise. Ça, avec quoi je suis partiellement d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'individuellement, la connaissance de l'anglais et du français sont des incontournables en Amérique du Nord, mais je crois qu'il faut absolument qu'on puisse vivre, travailler, créer une famille, bref, vivre complètement dans notre langue. C'est positif de parler plusieurs langues, de parler français, anglais, espagnol, mandarin, portugais. Mais parfois, lorsqu'on entend dire, pour des plus jeunes, si tu veux réussir, si tu veux avoir une carrière, il faut que tu ailles étudier dans une autre langue que le français. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté très claire d'avoir une langue commune qui soit le français. La langue est porteuse de la culture. Et quand on adopte une autre langue que le français, on adopte ipso facto aussi une autre culture. Déjà qu'on ne peut pas ignorer la culture d'expression anglaise, et c'est très bien. Mais quand on commence à utiliser l'anglais comme moyen d'étude, inévitablement, cette connaissance-là, cette pratique-là va nous amener à adopter une autre culture, risque de nous inciter à travailler à la fois dans les deux langues ou aussi en anglais, et au final, elle risque d'entraîner une absence de cohésion sociale, parce que utiliser communément, dans l'ensemble, une autre langue que la nôtre, fréquenter une autre culture que celle qui nous définit, en particulier avec cette langue-là majoritairement, risque d'amener une sorte de dégradation de nos valeurs communes. Et on commence à le voir. On commence à voir l'importation, par exemple, de certains courants qui sont surtout des courants américains. On commence à les voir importés. Là-dedans, il y a du bon et du moins bon. Je ne suis pas fermé à ce qui nous vient des États-Unis, mais on sait très bien que tout à coup, face à nos valeurs, il y a une confrontation. Il y a une volonté des Québécois qui doit être mobilisée. Elle doit être aussi forte et on doit avoir le même souci de la santé collective, culturelle et des valeurs québécoises. Et ça passe inévitablement par une langue commune. Il parlait presque du menace du fait qu'il y a une croissance d'étudiants de l'ordre international qui viennent au Québec
et davantage qu'il y en a plusieurs qui décident de rester chez nous. Moi, j'aurais cru qu'on se réjouirait d'un tel phénomène. Quand je vois des étudiants internationaux venir au Québec et y faire leurs études, au contraire, on sait qu'au Québec, on a besoin d'avoir à la fois des gens qui vont travailler, mais aussi on a besoin des intelligences, on a besoin du savoir. Alors, j'ai aucun préjugé. Le seul problème, c'est qu'ils s'intègrent à une communauté minoritaire, ici pour le moment, anglophone. Et à Montréal, ils ont un effet, et c'est pas un reproche, mais ils ont un effet anglicisant extrêmement important. Au centre-ville, quand vous allez autour de McGill, Concordia, vous vivez dans un milieu où... franchement, là, c'est un bilinguisme de plus en plus anglais. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pas seulement leur apprendre le français, mais la culture? Je pense qu'une des conditions, c'est justement de rétablir une langue commune. Puis après, tranquillement, permettre que chacun puisse s'identifier tel qu'il est à des modèles qu'on leur proposera. Je considère que je suis un citoyen... modéré, et j'ai un total respect de la démocratie. Et si l'ensemble des Québécois décidaient du jour au lendemain qu'ils vont abandonner la langue française parce qu'ils veulent vivre en anglais, si c'était une décision totalement démocratique, je l'entérinerais. Le Québec ne disparaîtrait pas pour autant. Mais on sait pertinemment qu'il y a quelque chose de précieux, de particulier, de spécifique dans ce territoire-là, puis aussi dans d'autres provinces du Canada, dans les communautés francophones. Il y a là une richesse qu'on qualifie et que j'ai longtemps défendue comme étant l'effet de la diversité. Une diversité de langues, une diversité de cultures, une diversité de valeurs. Voilà ce qui enrichit une société.